Alors je suis Michael Passio, j'habite Étrin, petite commune ici proche de Bouchain. Je suis papa de 3 enfants, marié, j'ai 52 ans. Je suis ici venu par rapport à 2 casquettes, 2 grandes maisons dont je fais partie. La maison de l'éducation nationale et la maison qui est la mairie. Merci dans tous les cas de vous être libéré. Concrètement, votre public au niveau de l'éducation nationale, qui est-il? Une particularité dans la mesure où je suis directeur de SECPA, une section d'enseignement général et professionnel adapté. C'est un petit dispositif à l'intérieur du collège, composé d'un directeur, moi-même, et d'enseignants, au nombre de 5. Ce sont des enseignants qui ont reçu une spécialisation dans la difficulté scolaire, ce qui nous permet d'accueillir des enfants à besoins éducatifs particuliers. Depuis 2005, il y a une loi sur le handicap. On se doit d'accueillir tout public au sein d'un même collège. C'est un terme qu'on retrouve de plus en plus, le terme de l'inclusion, essayer de travailler avec tout le monde et justement, d'où le thème vivre ensemble. Ça n'était pas forcément le cas il y a un certain nombre d'années en arrière. On avait tendance à cloisonner ou à spécialiser dans des établissements pour plein de raisons valables. Tout à fait. La SECPA, qui s'appelait avant la SES, était plus une entité à part, spécifiquement à Bouchain. Cette section se trouvait à 1,5 km du collège. Progressivement, on a fait évoluer les pratiques jusqu'à même déplacer la SECPA et la mettre physiquement dans le nouveau collège, pour que justement les élèves ne se retrouvent pas stigmatisés par rapport à un public qui a la chance d'être au collège classique. La grande difficulté pour nous a été justement de travailler sur cette différence pour justement travailler sur le regard de l'autre et travailler l'estime de soi, la confiance en soi, etc. Vous voyez, pour ces enfants qui justement se sentent toujours un peu dévalorisés par rapport à un élève du collège classique, comme ils disent. Quand on dit dévalorisé, c'est une différence de rythme scolaire, c'est une différence de santé. On est vraiment sur la difficulté scolaire, qui est également parfois, je vais même dire pour la plupart du temps, liée à une difficulté sociale. C'est vrai qu'on parle toujours de l'égalité des chances, mais je pense que par rapport au milieu dans lequel on est, on n'a pas tous la même chance. On pourra essayer de gommer cette différence en mettant un uniforme. Un enfant qui a des soucis dans une famille, si on l'enlève et qu'on le met dans une autre famille, on arrivera à le sortir peut-être différemment de la spirale dans laquelle ils sont parfois, parce qu'on a des problèmes de repères, il faut dire ce qu'il y a, nous, l'éducation nationale, on est là pour créer des citoyens, en mettant des règles, en créant des repères, en leur donnant une vision de la vie qui est la nôtre. Et c'est vrai que parfois, quand on rentre à la maison et qu'on n'a pas les mêmes règles, c'est parfois compliqué. J'ai toujours souvenir, lors de mon premier poste, et ça m'avait marqué, d'une élève qui s'était retournée sur son caméra et qui lui avait dit « mais ferme-la ». Et je lui avais dit « mais enfin quoi ?» Et elle m'avait répondu « mon père il dit à ma mère ». Quand on parle de repères, quand on parle de codes, on n'a pas tous les mêmes codes et automatiquement, notre but, c'est de se mettre au niveau de l'élève et essayer de le comprendre. Parce que c'est quand même des élèves qui sont très compliqués. Des élèves comme ceux-là, avec des difficultés scolaires, il faut essayer de savoir où on va pouvoir trouver l'effet déclencheur pour qu'ils puissent adhérer à un projet, parce qu'ils sont parfois en rupture avec l'enseignement classique. Si on n'arrive pas à faire un enseignement avec lequel on donne du sens, on les perd très rapidement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a dans notre dispositif des ateliers qui nous permettent, à partir de la 4e, de les familiariser à l'utilisation de machines, etc. Mais également, par l'intermédiaire d'un atelier bois, de travailler les mathématiques, les mesures, les calculs d'air, etc. Et on ne fait pas des mathématiques pour des mathématiques. Ce sont des élèves qui ont besoin d'être motivés constamment, de changer d'activité constamment, parce qu'ils se lassent très vite. Tout est la difficulté pour les professeurs, justement, à trouver quelque chose pour pouvoir les accrocher. On sent que du côté très opérationnel, il y a, dès le début de la vie, finalement, il y a une forme d'inégalité des chances, quelque part, qu'il faut réussir à compenser par un vivre ensemble. Je le constate aussi dans votre livre, Monsieur Duet. C'est tout à fait vrai. Si vous me permettez, je rebondirai sur quelque chose que Monsieur Facio a évoqué. C'est une fonction essentielle de l'école, c'est la question de faire accepter un certain nombre de règles. J'appelle ça une morale sociale. Les jeunes, dans un collège, ils vont accepter d'obéir à une certaine autorité, aller dans la classe. C'est pas si simple. Non. Avec ce type de public. Et il y a un enjeu très important. Un citoyen, dit un très grand philosophe, c'est d'abord quelqu'un qui est capable d'obéir aux propres règles qu'il s'est fixées. Le problème de ces jeunes-là, ça vient des parents, ils n'en ont pas. Donc ça, c'est déjà un aspect très important. Dans le vivre ensemble. Monsieur Fasso pourrait donner des exemples presque à nous faire chialer, tellement il y a des jeunes qui sont dans des situations, c'est horrible. Ils reviennent de très loin et je pense qu'il y a une certaine fierté. On retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, une certaine estime d'eux-mêmes qu'ils ont perdue et puis réussir des choses. C'est des gamins qui sont parfois cassés par la vie.
Quand j'entendais tout à l'heure madame dire des parents qui disaient à leurs gamins, toi tu seras toujours un bon à rien, etc. Vous voyez, on récupère des gamins dans cet état-là. À nous justement à travailler sur la restauration de l'estime d'eux-mêmes, etc. Ce qui n'est pas simple, hein, parce qu'après eux-mêmes sont convaincus qu'ils ne pourront rien faire de leur vie. La SECPA, c'est leur dire que c'est un dispositif qui n'est pas une voie de garage, que c'est un passage qui leur permettra de se remettre à niveau. Certes, on est certain qu'on n'en fera pas des médecins, hein, parce que ça, il faut être réaliste aussi. Notre rôle également, c'est de leur donner aussi leur possible, leur créer leur propre projet de vie, leur projet professionnel. Ils ne seront jamais médecins, et on leur dit, mais par contre, ils seront chefs d'entreprise, par exemple. Quelle fierté pour nous, pour des gamins comme ça, de les sortir de là, quand on les revoit, parce qu'en plus, ils sont très reconnaissants. Ils reviennent des années plus tard, en nous disant j'ai mon permis, j'ai une boîte de peinture et là je vais dire c'est gagné pour nous. Les autres dans le collège, comment ils les acceptent? C'est pas souvent facile. Alors c'est ce que je dis tout le temps à mes élèves. Vous voyez, sur vous, sur votre front, c'est pas marqué que vous êtes des élèves de SECPA. Il n'y a qu'une chose qui fera qu'on dira toi t'es un élève de SECPA, ce sont votre comportement. C'est pour ça qu'il n'y a rien de pire quand je les vois se faire remarquer. Je leur dis toujours on est comme une équipe de football. Vous êtes les joueurs, mes professeurs sont les entraîneurs et je suis le président du club. Et c'est une équipe. Et c'est ensemble qu'on avance. Moi, je ne peux pas essayer de vous défendre toute la journée en disant, voilà, vous êtes des collégiens comme les autres. Si, pendant 5 minutes dans la récréation, vous criez, je ne peux pas admettre ça. Parce que justement, c'est leur comportement qui fera que les autres collégiens, à juste titre, diront « Regardez le comportement que vous avez et vous n'êtes pas comme nous ». Ça commence à rentrer. Il y aura toujours quelques-uns, je vais dire, voilà, la section comporte une 50aine d'élèves. Sur la 50aine d'élèves, voilà. Si on est dans cette approche d'école inclusive et du vivre ensemble, comment ça se passe concrètement pour le collège normal, comme vous dites? Quelle est leur réaction? On se rend compte que c'est plus patient ou au contraire, ça crée des oppositions plus fortes? Sur ce sujet, on a également énormément progressé dans la mesure où maintenant, on n'a plus de 6e SECPA. Maintenant, on a ce qu'on appelle une 6e inclusive. C'est-à-dire que les élèves de SECPA sont dans la classe avec d'autres collégiens. Donc ils sont inclus dans la classe. Ils ont accès à l'anglais, au CDI, à l'EPS, avec les mêmes professeurs que leurs collègues du collège, etc. On évite de faire les différences. Et justement, comme ça permet aux collégiens d'accepter plus cette différence au niveau des élèves de SECPA. Et ici, dernièrement, on arrive à faire des projets communs. On crée un projet. Sur ce projet, on y met des élèves de SECPA et des élèves du collège. Les élèves de SECPA sont des élèves qui sont plus manuels. Notre avantage, parce que là, c'est vraiment un avantage, parce qu'au niveau du collège, on est toujours pratiquement en théorie. Nous, à partir de la 4e, on est en pratique. Ce qui est intéressant pour moi, c'est d'essayer de les mettre en valeur par des créations. On fait des projets concrets parce qu'on a des ateliers, on a 2 champs professionnels, un qui est autour de l'habitat et un qui est autour de l'alimentation, le service, la restauration. Parfois, nos élèves fabriquent des repas, ils servent des repas, des gens de l'extérieur viennent manger et les gamins sont mis en situation de réussite et les autres élèves du collège, parce qu'il y a un petit journal, on fait de la pub, etc., voient le travail des élèves de SECPA et se disent « Oh, mais c'est eux qui ont fait ça ». On fait des projets avec l'extérieur également. On travaille en partenariat, par exemple, avec EDF. On a créé une statue qui faisait 400 kilos dans le cadre d'un projet qu'on appelle les Bravos de l'entreprise et on a gagné ce prix. Et quelle fierté d'avoir sa photo dans la Voie du Nord. Et de ce fait, on gomme un petit peu ce décalage de niveau dans le domaine sportif quand on fait le cross du collège. Bien fier que quelques élèves de la SECPA finissent dans le haut du tableau. Ça contribue vers un meilleur vivre ensemble? Tout à fait. Parallèlement à ça, alors, on réfléchit à un revenu universel. Quel est là le côté bénéfique d'un revenu universel? Et ce serait pour valoriser un autre type de travail, monsieur Duet? Oui, alors je vais rebondir sur la question de l'enseignant qui va aller dans ce type de formation parce qu'il y a du sens à enseigner. Quand je parle de personnes bénévoles, j'appelle ça un dividende social, d'une certaine façon, le dividende, on le retrouve par l'estime qu'on a des enfants, mais on peut aussi penser, puisque des personnes qui n'ont aucun revenu et qui le font, et qui peut-être accompagnent d'ailleurs des enfants, il y a peut-être de dire, allez, le revenu universel, c'est un aspect, pourrait constituer un dividende social pour des personnes qui s'investissent dans des causes, c'est l'un des aspects. Il faudrait passer du temps pour évoquer l'ensemble des choses, mais c'est l'un des aspects. J'entendais tout à l'heure, on a beaucoup parlé du vivre ensemble et de l'humain avant, dire il faut du temps, mais les gens qui prennent du temps, les économistes appellent ça un coût d'opportunité. Pendant qu'on fait ça, on ne veut pas autre chose. Ces questions de vivre ensemble, ça renvoie aussi justement à la stigmatisation, le harcèlement, tout ça fait
partie des questions du vivre ensemble. On pourrait même parler du handicap, Oui, aussi, oui. voilà, physique, Le problème de la reconnaissance de la différence. la différence en général. C'est compliqué. C'est vrai Ouais. pour certains élèves, bon, et puis ils sont encore, voilà, surtout en 6e, c'est vrai que ce sont des gamins, enfin je veux dire, ils ont 11 ans quand ils arrivent là. Ils ne se C'est un rendent peu pas logique. compte, mais c'est des choses qui peuvent blesser. Je pense qu'ils n'ont pas encore la maturité, justement, comprendre l'impact de ce que ça peut avoir. C'est vrai qu'on parle de vivre ensemble, et il y a une super machine qu'on a créée avec les réseaux sociaux. Ça y est, tout de suite, on connaît plein de monde, etc. Et alors que parfois, on ne parle même pas à son voisin. Là, je vais parler vraiment de l'école. On a énormément de problèmes avec ces histoires de réseaux sociaux. J'ai eu encore le problème il y a 2 jours. Je vais dire, il n'y a pas une semaine sans qu'on soit obligé d'intervenir au niveau des réseaux sociaux. Ah oui. Parce qu'on crée des groupes, sur les groupes, on dit ce qu'on N'importe veut, on est derrière quoi. un écran, et puis après ça part à l'extérieur, ça s'envenime, mais ça revient à l'école, parce que ça revient toujours à l'école. À nous de justement de les éduquer à ça, parce que c'est vrai que c'est un bon outil, Internet. Le problème, c'est que le champ d'action est de plus en plus large. Je ne vais pas dire qu'il y a 60 ans, on n'était que sur les mathématiques et le français, mais maintenant, on a les mathématiques, le français, les sciences, la SSR, on fait la vie sexuelle et affective. On demande beaucoup à un enseignant. Et c'est vrai que ce vivre ensemble peut justement mettre des enseignants dans la difficulté. Je vais prendre l'exemple de mon épouse qui me dit parfois, dans une même classe, j'ai un élève qui vient d'arriver par exemple du Gabon, qui ne parle pas le français, j'ai un élève dyslexique, j'ai un élève dysgraphique, j'ai un élève qui vient d'ITEP, qui a des problèmes de comportement, j'ai un élève qui a des soucis de santé, qui doit par exemple sortir pour aller aux toilettes lorsqu'il le demande, et à côté de ça, j'ai 20 autres élèves qui sont dans la norme, avec qui parfois je n'ai pas trop le temps de passer parce que je passe du temps avec les 10 autres. Je pense que l'école inclusive, le vivre ensemble, etc., on atteint des limites. Il est bien d'avoir, en tant que parent, d'avoir son enfant dans le tronc commun, même s'il a une bouée. Mais à quel prix? Parce que des fois, on renvoie aussi l'enfant à son propre handicap. Il faut faire attention à ça, parce que l'enfant se rend compte qu'il ne pourra pas justement faire comme les autres. Donc l'inclusion a vraiment ses limites. Il faut faire attention. Je pense que faire une alternance, vous voyez, des inclusions partielles, un gamin peut être mauvais en mathématiques, mais il peut être bon dans un autre domaine. Donc pourquoi pas l'inclure dans des domaines où il pourra justement se valoriser. Je vais rechercher la page parce que c'est quelque chose qui m'avait marqué. Parmi les personnes les mieux payées, on ne trouve pas les grands chercheurs. Et nos jeunes ne s'identifient pas sur les grands chercheurs, mais sur ceux qui sont les plus médiatisés et ceux qui font de leur corps un support de symbole, acteurs, chanteurs, sportifs. Les blogueuses et influenceuses sont des métiers d'avenir jouant sur l'ambivalence et la manipulation des manières d'exister. On entre dans l'ère de la télé-réalité où nos jeunes s'identifient, pseudo-acteurs, et s'exhibent comme les animaux dans un zoo. C'est pas Je drôle, passe à la suite, mais Oui. finalement, ces gens-là, c'est parce qu'ils voient un mauvais exemple que c'est compliqué aussi de s'identifier. On a besoin forcément de se singulariser, d'exister comme individu. Le problème, c'est le modèle. Moi, j'avais comme modèle mes parents et les enseignants. Ça commence effectivement par là. Ces jeunes-là, quelque part, ils sont perdus à cause de ça. Ils n'ont plus de repères. Pas seulement de repères sociaux, je dois me lever le matin, je dois me laver, mais aussi ce que j'appelle la morale de l'amour, c'est-à-dire je deviens un adulte où je commence à le devenir, parce que personne ne l'est jamais totalement, si je commence à accepter l'autre différent, et que je n'existe pas uniquement en tant que moi-même. Tout bébé existe que pour lui-même, c'est évident, et en grandissant, il commence à se dire, oui, mais il y a le monde autour de moi, il y a mes parents, il y a l'école. On a aussi cette tendance, alors les gens qui sont dans le marketing vont vous dire, malheureusement, ces enfants de ce type-là, ou leurs parents, ils font parmi les premiers qui achètent les produits un peu comme ça, c'est connu. Oui. S'il y a un portable à 1000 € qui sort, ils vont être à Paris pour être les premiers à l'avoir, pour compenser des choses. Justement, Pour compenser. parce qu'ils veulent s'identifier à ce modèle. Après, celui qui peut devenir un jour footballeur, etc., c'est tout, il y a le jackpot, quoi. Ah tout à fait, mais c'est un sur Voilà. un million. On est C'est vrai d'accord. qu'à l'école, ils veulent tous être Pourtant, ils en footballeurs. parlent tous, c'est ça. Clairement. Mais oui, C'est ou parti des chanteur, manipulateurs après, de c'est- symboles. pas parler d'argent facile, mais il y a d'autres aussi façons de gagner de l'argent En rapidement. tout cas, Et en ce moment, de vivre dignement. Tout quoi. à fait. Mais ce qui pose aussi la question que valorise la société. On est de plus en plus dans une consommation tournée vers l'être. Pas pour manger. Je vais certainement acheter un produit parce que Zidane l'a porté ou peu importe. un gros problème aussi, c'est le problème de société. On a éclaté les familles. Parce qu'avant, il y avait des repères au niveau des familles. On était menuisier de père en fils. Mais maintenant, les familles, elles sont complètement éclatées. Pourquoi? Parce qu'il faut aller faire des études à Tataouine. Si on ne va pas faire ses études en Angleterre ou dans tel pays ou dans tel pays, on est le plus gros des cons. Je pense que certains gamins ont perdu des repères là-dessus. Avant, si on avait peut-être la famille comme repère,
Là, on ne l'a plus. Après, il suffit que la famille soit sur les téléphones portables, on s'occupe pas du gamin, etc. Le gamin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être récupéré par autre chose et puis il va dire voilà, c'est comme vous dites la télé-réalité. Je vais gagner de l'argent en faisant. Ça a l'air facile. Ça a l'air facile. Rapide. Moi, je leur dis toujours attention parce que ça va vite à monter, ça va vite à descendre également. Et on gagne certes de l'argent, mais on n'en gagne pas longtemps. Mais influenceur, on peut gagner beaucoup d'argent, mais ça dure combien de temps? Parce que généralement, c'est avec le corps. Le corps vieillit et et ça reste quelque chose d'assez éphémère. Je cite à un moment donné un manipulateur de symboles qui à lui seul gale la moitié du PIB du pays le plus pauvre du monde. Ils sont 41 millions, il est seul. Il le gagne en un an, hein, donc après il peut s'arrêter. Hein. Oui. C'est on est dans l'indécence et après c'est vrai voilà, que... on rejoint la question de la solidarité. Oui. Mais on sent bien que c'est la question de l'humain, quoi. Oui. Mettre l'humain dans une école au centre. L'enfant est premier. Voilà. Un très grand philosophe, Edgar Morin, dit on ne devient pas enseignant si on n'aime pas les élèves. Que c'est beau. On en connaît, hein, oui. Qui ne les aiment pas. Ah oui, oui. Et y compris des enfants de ce type-là. C'est la base de l'humanité. C'est ce que Bergson appelle la morale de l'amour. Être capable de se dire je suis là pour eux. On a une mission, on a une mission de service public. Hein. Ah bah, c'est la base. C'est la base de tout. Donc là, c'est vrai que par rapport au vivre ensemble, j'ai pu parler de mon côté professionnel, mais au niveau de la mairie, je pourrais en parler 30 secondes. Parce que le vivre ensemble, c'est à nous aussi, mairie, d'être, je veux dire, terrain facilitateur. Je vais prendre un exemple tout simple. Une association qui est à Étreint, qui s'appelle les 3x20, qui permet justement aux anciens de se rencontrer autour d'une galette des rois, autour d'un repas des anciens. Pour certains, c'est leur seule sortie de l'année. Le vivre ensemble, il se fait aussi à travers certaines actions communales, vous voyez. Il y a toujours les gens qui ne sortiront pas de chez eux, qui ont leur jeu. On ne sait pas d'ailleurs si c'est parce qu'ils ont peur, si parce qu'ils préfèrent rester isolés. On ne pourra pas nous reprocher de ne pas mettre à disposition des choses, des visites de musées, organiser des sorties, pour que les anciens puissent se retrouver, discuter, échanger. Ça aussi est notre mission en tant qu'élu. Voilà, oui. Vous voyez, c'est entraîner la relation. Tout à fait. C'est aussi un mieux vivre ensemble. Oui, je pense. Encore une fois, parfois on a là son voisin. Je veux dire encore nous, on vit dans le vieil Étreint, mais vous avez des nouvelles résidences où il y a du turnover important, où les gens ne se connaissent pas. Cité dortoir, et ça c'est compliqué. Moi j'ai ma voisine qui a 90 ans, quand elle a des soucis, je lui sors sa poubelle, je lui rends sa poubelle. Vous voyez, quand elle a un souci, je vois le volet fermé, je suis inquiet, je vais la voir. S'il y a de la neige, je déneige devant chez elle. Ça me fait plaisir et ça lui fait plaisir, et puis voilà quoi.